Il leur avait fallu une semaine de plus pour atteindre les rives de Toranur, la capitale des Syriens. La cité s'était présentée à eux alors que le soleil se couchait derrière la frondaison. Le groupe avait décidé d'attendre le matin pour prendre le bateau et rejoindre leur destination. Le diétuo ayant quitté le groupe les avait rejoints au moment du repas. Il avait fait un point avec les autres de la situation dans les différents villages. L'épidémie semblait s'être éteinte, pour l'instant. Les trois compagnons s'étaient retrouvés dehors, assis sur la digue, à observer les rayons de l'astre se tarir, peignant l'eau tout autour d'eux d'éclats rougeoyants. Les deux immortels avaient le regard alternant entre la cité et Livy. Ils s'amusaient du jeu de lumière se dessinant sur sa peau opaline, absorbant le vermeil du ciel. Les lignes grisâtres suivant les veines de son corps avaient gagné en intensité et étaient devenues entièrement noires. À chaque minute s'écoulant, une nouvelle lumière apparaissait sur l'enceinte comblant le vide laissé. Quand la nuit se fut installée, les scintillements de la cité lui donnèrent l'impression de planer au-dessus de l'eau. Inzietla pleine se leva, suivie de près par une Éléa naissante. Toutes deux se joignirent au jeu de nitescence s'étalant devant eux et sur sa peau blafarde. Livy ne se lassait pas du spectacle joué chaque soir par les astres. La nuit précédente, elle avait désespérément cherché la rouge partout dans le ciel. Humégane lui avait expliqué le fonctionnement de leur cycle. Bien qu'au début surpris, comme tous les autres par son ignorance du monde et de ses principes fondamentaux, il avait rapidement pris sur lui de lui enseigner ce qu'il savait. Pour certains faits historiques, il s'assurait de ses propos auprès des elfes. Ces derniers participaient alors, heureux de transmettre à leur tour leur savoir, racontant les événements tels qu'ils les avaient vécus. Livy avait alors compris ce qu'Arsenia lui avait formulé en parlant d'immortalité. Eridani et Muyen étaient les plus anciens de leur groupe, ayant vécu l'exode des Taurians en étant déjà des elfes respectés. Et pourtant, physiquement, rien ne les distinguait des autres. Sélaëg et son frère semblaient à peine plus jeunes qu'Étilive, étant tous trois à quelques centenaires de leur troisième millénaire. Pourquoi est-il aussi gentil demanda-t-elle. Humégan? C'est dans sa nature, répondit la Cyrilia. Il a toujours été altruiste, bienveillant. Donc, il n'attend rien de moi? S'il en était ainsi, penses-tu que nous ne t'aurions pas prévenu? Questionna le Cirlio. Que nous ne lui aurions pas fait garder ses distances? Sûrement. Si, bien sûr. Tu peux compter sur nous. Quoi qu'il advienne, fit Eridani. La situation risque d'être chaotique les premiers jours. Nous risquons de ne pas nous voir pendant quelque temps. Comment ça? Nous allons devoir faire notre rapport, expliquer ce qui s'est passé. Nous y avons échappé jusqu'à présent grâce à leur prévenance, mais une fois en ville, les choses changeront. Muyen et Lundil auraient déjà dû nous interroger. C'est une erreur de leur part de ne pas l'avoir fait. Ils vont te questionner aussi, continua le Cirlio. Sûrement t'étudier un peu. Ne t'inquiète pas. Rien de méchant. M'étudier? Pourquoi? Et si... Et s'ils n'aiment pas mes réponses? Et les bracelets? Arcy? Ils ne te feront rien. Mérette pourrait vouloir t'effrayer, mais tu n'as pas d'inquiétude à te faire. Tant que tu gardes les bracelets couverts par tes vêtements, il n'y a aucune raison qu'ils les remarquent. Et dès que j'aurai les brassards, les chances de brûler quelqu'un avec seront infimes. Faible, petite, expliqua-t-elle en voyant l'étrangère ne pas comprendre ce mot. Mais vous avez dit qu'ils allaient me questionner. Sans mes vêtements, ils vont les voir. Sans tes vêtements? Fit le Cirlio surpris. Livy, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Ce genre d'acte n'est pas dans la nature, enfin, je le pensais. Les elfes d'ici sont différents de ceux de là-bas. Ce qui nous a été fait, ici cela n'arrivera pas. Je n'aime pas comment les choses deviennent. Moi non plus, soupira l'elfette. Mais une fois qu'ils seront tous rassurés, la situation s'améliorera. Et s'ils te posent des questions sur Arcy, réponds juste que c'était une naine sans importance. Je ne pourrais pas. Arcy, elle... Livy, fit le Cirlio la tournant vers lui, murmurant avec dureté.
Il faut vraiment que tu comprennes que les nains sont nos ennemis. Ce n'est pas un simple conflit de famille. De nombreuses boucheries ont eu lieu. Des elfes, Didier, nains sont morts écharpés sur le champ de bataille. De plus, tu as entendu ce que Megan t'a raconté. Beaucoup les haïssent, et rien ne changera ce sentiment. Rien. Ils ne peuvent pas apprendre que leur reine était avec nous. Les nains peuvent sûrement cacher sa disparition suffisamment longtemps. Mais à l'instant où Sébrindel, ou pire, les Ladians l'apprendront, un orage de fer s'abattra sur eux. Il te faut l'oublier. Tu me demandes de l'oublier alors qu'elle... Ma promesse. Livy ne put finir sa phrase, éclatant en sanglots. La Cyrlia la prit dans ses bras, lui murmurant des paroles réconfortantes, essayant de comprendre sa détresse. Eridani savait que les jours à venir allaient être difficiles pour elle et ses laïcs, mais ce n'était rien comparé à ce qui attendrait l'étrangère. Cette créature sortie de nulle part, dont nul ne connaissait les origines. Cet être si différent, si étrange. Elle avait eu du mal à l'accepter au début, mais plus le temps s'était écoulé, et plus elle avait dû se rendre à l'évidence. Elle était perdue dans un monde qu'elle ne connaissait pas, entourée de personnes dont elle ignorait tout, avec pour seul allié des individus l'ayant eux-mêmes torturée. La seule personne ayant été présente dans sa vie depuis le début, l'ayant soutenue, guidée, aidée, était morte à peine un cycle de lune plus tôt et il lui demandait déjà de l'oublier. Elle avait vu Livy observer, stupéfiée, tout ce qui s'était présenté à ses yeux depuis leur évasion. Elle l'avait vu le soir d'un orage se liquéfier sur place, tentant de garder ses moyens. Passé sa fascination première de voir l'eau tomber du ciel, elle s'était contractée à chaque grondement, à chaque éclair. Elle avait ce mélange de fascination, d'émerveillement et d'inquiétude, la faisant ressembler à une éléphant. « Nous allons trouver une solution, d'accord ?» fit l'elfette doucement. « Il va falloir être patiente. Tu ne vas pas pouvoir te rendre tout de suite dans les montagnes. Il faut d'abord que tu reprennes des forces et que tu apprennes à survivre en ce monde. Il faudra être prudente, ne rien révéler à personne. Nous ne devrons plus jamais aborder ce sujet dans un lieu aussi ouvert, même entre nous. Les murs ont des oreilles là-bas. Nous ne pourrons pas t'aider et te protéger si cela s'apprend. Nous-mêmes, nous ne serions plus en sécurité, ainsi que nos proches. Je suis désolée, fit-elle en ravalant ses larmes. Ne le sois pas. Aucun de nous ne pouvait prévoir ce qui allait se passer. Allons nous coucher. La journée sera longue demain. Une dernière chose. Comment dois-je t'appeler? Je dois m'adresser à toi en tant que prince? Ce ne sera pas la peine, fit le Sirlio après un temps d'arrêt. Appelle-moi juste Celle. N'utilise ces laïcs qu'en présence de mon père. Et ne te soucie pas de mon statut de prince. Il n'a aucune valeur. À l'aube, en voyant l'embarcation les attendant, Livy ralentit le pas. Elle était longue de 15 mètres, large de 5, et avec un bastingage à 1 mètre au-dessus de la ligne de flottaison. Elle était propulsée par une grande voile principale soutenue par une plus petite. Des rames calées le long de la coque permettaient d'avancer en l'absence de vent. 4 personnes au minimum étaient nécessaires pour diriger le navire partant venteux. Lorsque ce dernier ne soufflait pas, les passagers étaient mis à contribution. L'embarcation était réservée au transport militaire et amenait les troupes d'un port à l'autre en fonction de leurs affectations. D'autres navires voguaient le long des lacs et des rivières, transportant marchandises et habitants d'une cité à l'autre du royaume syrlian. Il fallait près d'une semaine en suivant le courant et avec un vent favorable pour aller du nord au sud des terres. Peu de navigateurs pouvaient se targuer d'avoir réussi un tel exploit. Souvent, la bise manquait. Sélaëg l'avait rassurée en lui affirmant que le trajet ne durerait pas plus d'une dizaine de minutes. Mais en sentant le sol bouger et se dérober sous ses pieds, elle s'était faite violence pour ne pas retourner en arrière, s'agrippant inconsciemment au Sirlio. Elle se méprisait d'être aussi craintive depuis leur évasion. Là-bas, les choses avaient été différentes. Avec Arsenia, elles avaient été seules guidant les autres, les rassurant, les aidant autant que possible.
Livy savait comment agir en fonction de l'heure, du couloir emprunté, du jeu joué. Depuis, les choses étaient bien différentes. Elle haïssait de se sentir aussi frêle, effrayée, perdue, ignare. Elle regrettait presque le temps où elle savait. Du moment où elle se réveillait jusqu'à ce qu'elle s'endorme, pas une seconde n'était laissée au hasard. La seule chose qu'elle ne pouvait pas vraiment prévoir était leur jeu. Et même eux, elle avait fini par s'y habituer. Les règles étaient au fond toujours les mêmes, seule la forme changeait. À l'exception du couple couché à la poupe du navire, les Snegill n'étaient pas montés avec eux. Ils suivaient l'embarcation, nageant dans son sillage, leurs poils huileux les aidant à flotter. Ses compagnons avaient cherché les deux bêtes solitaires, relâchant un soupir de soulagement en les voyant se lancer à la suite de la meute quelques minutes après leur départ. Ils ne les avaient plus regardés le reste du trajet. À l'approche de Toranur, les conversations se tarirent et la compagnie devint silencieuse. La main de Sélaëg sur son épaule se resserra, la jointure de ses doigts blanchissant. Livy regarda son compagnon fixant un point à l'horizon. La ville se dessina plus franchement devant ses yeux, et elle vit tout le long du port, à quelques mètres les unes des autres, des bannières flottant au vent. Sur un fond bleu, un rameau de gui séparait un snéguil noir et un blanc, se défiant, leurs truffes jointes formant un cercle. Sur le quai, un groupe d'elfes montés sur des bêtes se tenait en ligne. Ils portaient tous une tenue d'argent recouverte d'une cape céruléenne se déversant sur les croupes. Sur leur torse était brodé l'emblème de leur royaume. Un individu, droit sur un snéguil au pelage gris, était devant le reste des soldats. Vêtu d'une longue tunique blanche brodée de vert sur un pantalon sombre, ses longs cheveux noirs flottant au vent étaient tissés de fils d'argent partant d'un cercle sur son front. Lendil vint se placer aux côtés de son frère, et sa présence détendit ce dernier. Il relâcha alors la pression exercée sur son épaule, et Livy s'écarta, sentant que sa place n'était pas auprès de son compagnon en cet instant. Le contraste entre la première vision qu'elle avait eue des deux frères et celle d'aujourd'hui était saisissante. Même si le plus jeune n'avait toujours pas entièrement retrouvé sa forme physique, l'évolution était flagrante. Ses joues s'étaient remplies, son corps ne paraissait plus aussi fantomatique par rapport à celui de son jumeau. Leur ressemblance se faisait plus nette. Ses cheveux d'ébène avaient eu le temps de repousser, couvrant de nouveau son crâne. Sa peau avait presque retrouvé la même carnation bleutée que celle des autres Cyréliens. Il en était de même pour leurs compagnes, se tenant aux côtés des jumeaux avec Muyenne. Tous les quatre attendirent que le capitaine finisse sa manœuvre d'accotement, scrutée par les elfes présents sur le quai. Les Cyréliens se saisirent des bouts lancées par l'équipage et finirent d'arrimer le navire au bit d'amarrage sous le regard attentif des cavaliers. Lundil fut le premier à rejoindre la terre ferme avec son frère. Le reste de la troupe attendit. Étilive vint aux côtés de Livy et effectua une pression sur son épaule. Les jumeaux avancèrent côte à côte, suivis par Muyenne et Eridani, gardant une distance respectueuse. Leur groupe et les marins débarquèrent dans le silence et l'ordre, s'alignant par rangées de 4, les elfes devant, les diétiers en second. Le borgne plaça Livy derrière Umegan et alla se mettre à l'avant. Les natifs s'inclinèrent leur tête d'un même mouvement, une main posée sur le cœur. Seul le clapotis de l'eau sur la digue se fit entendre pendant que l'elfe à la chevelure tissée détaillait les jumeaux, les sourcils froncés. Il essayait de différencier ses fils, cherchant dans leur posture un indice sur leur identité respective. La crispation d'Eridani s'accentua quand il descendit de sa monture et s'approcha des frères. L'elfette se retint de bondir quand il attrapa Sélaëg dans ses bras et à la vision de la tendre embrassade. Statique, à côté, Lundi l'observait du coin de l'œil, les mains jointes, derrière son dos, joint avec un anneau à son majeur pour chasser l'anxiété. « Mon pauvre fils, que t'est-il donc arrivé ?» fit Sébrindel, s'écartant de Sélaëg pour le regarder. « Nous avons été attaqués par des Ladians, monseigneur. Notre unité a été capturée et décimée. Nous sommes les seuls survivants avec Eridani. Je suppose que ton frère est promptement intervenu pour mettre fin à votre calvaire, fit le roi en fixant froidement son autre fils.
Dès que j'ai senti l'appel de Selaïg, nous sommes allés les secourir, fit Lundil. Un tressaillement crispa le visage du roi. Sébrindel dévisagea une nouvelle fois les deux frères. Les secondes s'écoulant silencieusement permirent à Livy de comprendre que la réaction du roi aurait été tout autre s'il avait pu les distinguer dès le début. S'écartant de son fils, le monarque parcourut les guerriers alignés sur le pont, effleurant à peine Eridani de ses yeux émeraudes avant de les fixer sur elle. Livy n'aimait pas son regard. Ses iris d'un vert éclatant la firent froidement frissonner. Son corps entier lui ordonna de fuir malgré la demande impérieuse de ses compagnons de ne pas réagir. Il traversait la rangée de soldats et s'arrêta devant elle, la dominant de toute sa hauteur. Il la dévisagea un moment, son regard glissant sur son visage, s'écartant légèrement pour la détailler de corps. Il se saisit de ses avant-bras, les releva pour estimer son physique, tâtant le muscle et l'épaisseur de la chair. Elle se félicita mentalement d'avoir remonté les bracelets sur ses biceps. Une de ses mains vint se saisir d'une mèche et jouer avec ses cheveux courts. Elle retomba pour se poser sur sa pommette, pinça sa peau, la tira pour tester l'élasticité. Il lui souleva le menton, glissa un doigt dans sa bouche, écartant sa mâchoire, parcourant de sa phalange la ligne de ses dents. Seule l'immobilité contagieuse des autres et son expérience dans les souterrains la retinrent d'arracher le doigt du roi. « Quelle est donc cette chose ?» demanda-t-il curieux. « Elle était captive avec nous, monseigneur, » fit Eridani. « Intéressant, » fit-il en ne la lâchant pas du regard. « Une prise d'Éladian, je suppose. S'il s'intéresse à elle, vous avez bien fait de la ramener. Peut-être sera-t-elle en mesure de compenser l'affliction causée aux nôtres par la perte de guerriers honorables. » Après un dernier regard, il se détourna d'elle et remonta sur son Snéguil. « Selaeg, Eridani, allez faire votre rapport à Meret. Il en est de même pour vous deux, fit-il en désignant Lundil et Muyen. Je crains que vos émotions ne vous aient permis de remplir vos obligations. Les autres, vous resterez à sa disposition pour un complément d'information. Menez la créature à Talat, elle sait s'y prendre. Soyez assurés que nous ferons tout pour retrouver ces monstres. Puissent-ils périr déchirés par nos crocs. Puissent-ils périr déchirés par nos crocs, répondit en chœur les soldats. Les autres cavaliers l'entourèrent quand il remonta en direction de la ville. Livy le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière les murailles. Elle laissa transpercer sa haine en regardant Selaeg et Eridani se retournant vers elle. Muyen se posta entre eux et fit signe à ses compagnons d'avancer. Ils tentèrent d'argumenter, mais une phrase de Lundil les arrêta net. Étilive vint se poster devant Livy, la fixant de son œil unique. Vous laisserez vos humeurs s'exprimer une fois en sécurité. En attendant, suivez-nous et ne faites rien de stupide. Nous. Au bout du quai, elle reconnut une chevelure rousse. Savez-vous nager demanda le borgne. Vous devriez vous écarter de la fenêtre. Je vous rappelle que nous vivons entourés de lacs et de rivières. Ils vous rattraperont aisément si vous sautez. Livy s'écarta de la fenêtre et détourna son regard de l'eau à quelques mètres en dessous. Le trajet jusqu'à cette pièce s'était fait dans le silence. Étilive et Umegan l'avaient entouré tout le long de leur progression sur la digue en direction d'un bâtiment à l'écart construit sur pilotis. La présence de Snéguil et de soldats l'avait dissuadé de tenter une fuite. Tous ceux les croisant la dévisageaient sans gêne. La curiosité exudait de leur comportement, même chez les soldats reconnaissables aux longues capes céruléennes. Certains s'étaient approchés et avaient posé des questions dans la langue elfique. Elle avait espéré qu'une fois à destination, quelque chose se présenterait à elle, mais où que son regard se posait, aucune idée ne lui venait. La colère l'empêchait de réfléchir proprement. Certains des objets disséminés auraient pu lui servir d'armes, mais elle ne sous-estimait pas le borgne. La diétia présente dans la pièce la détaillait. Umegan lui expliquait la situation.
Il nous a tous pris par surprise, fit le baron. Nous espérions avoir plus de temps. Menteur. Vous avez deux possibilités. Soit nous nous chargeons de faire le rapport demandé, soit il enverra un de ses hommes. Vous préférerez la première option, répliqua Italie froidement. Manipulé. Depuis le début, il l'avait manipulée. Livy aurait dû fuir dès que le vrai nom de Céléaïg lui avait été révélé. Elle aurait dû partir dans la nuit, s'en aller sans se retourner, avancer en direction de l'est, là où elle savait les nains se trouvaient. Cela ne devait pas être difficile de repérer une montagne. Mais pendant qu'il s'avançait, elle s'était rendue compte que ce monde était bien plus vaste qu'elle l'avait imaginé, plus dangereux. En plus des Skiasi, il y avait les Dantisi, Nushisi et tous les animaux carnassiers dont ils avaient parlé. Là-bas, ils avaient souvent décrit les créatures de l'ombre et leurs chances de survie sans armes et dans leur état. Ils les considéraient comme minces. Seule, elle n'en aurait eu aucune. Et puis, elle leur faisait confiance. Célaëg et Eridani l'avaient bien prévenue de ce qui allait arriver. Alors pourquoi était-elle tant en colère et terrifiée? Livy, nous n'avons pas besoin de vous faire souffrir pour obtenir ces renseignements, fit Talat. Tout comme vous, cette situation ne me plaît pas. Vraiment. Mais il le faut. Dès que Sébrindel aura ce qu'il veut, il détournera son attention de vous. En quoi suis-je si différente de vous? Venez voir, fit Megan. Le Dietio alla ouvrir la porte d'une armoire et se décala de quelques pas. Fixé sur la partie interne de cette dernière se tenait un grand objet reflétant la lumière de l'extérieur. Il lui fit signe de s'approcher. Avec méfiance, elle s'avança et son regard inventoria son contenu. Rien qui ne puisse l'aider ou expliquer leurs mots. Le miroir. Fronçant les sourcils à ce mot inconnu, Livy se tourna vers la partie désignée par la Diétia. Une personne se tenait devant elle. Elle ne l'avait pas remarqué jusqu'ici. Elle s'écarta, et l'individu fit de même. Quand elle leva la main, elle le fit aussi. Quand elle allait pour parler, l'autre aussi. Elle regarda les autres dans la pièce. Ils la fixaient tous, attendant sa réaction. Elle fixa de nouveau son regard sur l'étrangère, et elle comprit. Elle comprit la réaction des différents prisonniers. Elle comprit les regards focalisés sur elle, détaillant chacun de ses traits. Elle comprit leurs hésitations, leurs peurs, leur méfiance. Elle comprit certaines phrases prononcées dans son dos. Elle comprit certains actes pratiqués par leur geôlier. Elle comprit le froid, la chaleur, la faim, la soif. Elle comprit qu'ils l'avaient étudié, analysé. Ils avaient voulu connaître ses limites. Son espèce. Est-ce que les autres aussi? La première vague. Était-ce pour cette raison qu'ils n'étaient pas revenus, malgré Arsenia? La première chose qu'elle remarqua, ce fut ses yeux. Contrairement aux autres, elle n'avait pas un cercle de couleur entouré de blanc. Le globe dans son entièreté était grisâtre. Deux cercles noirs se détachaient au centre desquels se trouvait un point blanc. Ses yeux étaient tout aussi grisonnants, presque d'argent. Elle avait des oreilles aussi courtes et rondes qu'avait eu Arsenia. Ses lèvres étaient d'ébène, sa peau entièrement laiteuse. Elle se souvint de la crainte de ses compagnons envers sa réaction au soleil, mais malgré les heures passées sous ses rayons, elle n'avait pas pris de carnation. Seuls des stries noires étaient apparus suivant les ramifications de son sang. Que suis-je? Nous ne savons pas, fit Megal. Muyen ne se souvient pas d'avoir jamais rencontré une créature telle que vous, ni d'en avoir entendu parler ou lu une description. Et pourtant, il a déjà parcouru ce monde de nombreuses fois. Les seuls êtres ayant un regard similaire sont les Dantisi, et vos stries seraient plus proches des Nushisi, compléta Talat. Mais il y a peu de chances que vous en soyez une. Bien que bipèdes, ce sont des abominations plus proches de l'animal. Il est plus probable que vous veniez de terres inconnues situées au-delà des océans.
Mais comment suis-je arrivée ici? Nous espérions que vous pourriez nous le dire, fit Megan. Quel est l'événement le plus lointain dont vous vous souvenez? Une pièce sombre, humide. J'avais du mal à respirer. Mes poumons brûlaient. Je n'arrivais pas à me lever. La boue s'était collée à ma peau. Quelqu'un observait. Igor. Ils m'ont habillée et traînée, puis ils m'ont mise avec les autres. Livy se concentra, tentant de se rappeler autre chose, un souvenir plus ancien. Mais à chaque fois, c'était son réveil dans les souterrains qui s'imposait à son esprit. Aucune autre image. Juste cet instant et la souffrance l'accompagnant. Elle se voyait encore tenter de se relever, ses jambes se dérobant sous son poids, son corps s'écrasant par terre, la sensation de brûlure en regardant les flambeaux, le raclement de ses pieds sur le sol quand il l'avait traînée. Elle ressentait sa résistance faiblarde, incapable d'effectuer le moindre mouvement. Elle réentendait le claquement de la porte quand il l'avait lancée dans la geôle. Les prisonniers présents l'avaient observée dans le silence, adossée contre les murs de la pièce. Ils n'avaient pas détourné leur attention d'elle, attendant un geste de sa part, sur leur garde. Un elfe s'était finalement approché et lui avait relevé la tête. En croisant son regard, il avait eu un mouvement de recul et l'avait laissée seule. Des sons indistincts étaient sortis de leur bouche. Une femelle était venue auprès d'elle. Elle l'avait fixé de ses yeux cuivrés. La commissure de ses lèvres s'était courbée. Il lui avait fallu 2 jours pour supporter l'éclat des quartz éclairant la pièce. 3 pour tenir sur ses jambes et pouvoir marcher, aider des autres s'habituant à sa présence. Les sons sortant de sa bouche leur étaient incompréhensibles. Igor était venu à eux. Il lui avait parlé, posé des questions. Il avait eu beau hurler, la secouer dans tous les sens, elle ne comprenait pas les mots. Il s'était tourné vers les autres et leur avait ordonné de lui apprendre. Promptement. Chaque jour passant sans progrès était souffrance. Nous allons commencer par prendre vos mesures, fit Tala d'une voix rassurante. Je comprends que vous soyez effrayé. Je le serais aussi à votre place. J'imagine que vous vous sentez trahi par Sel et Eridani, mais je vous assure qu'ils auraient agi autrement s'ils avaient pu. La Dietia continua de parler, comblant le silence pendant qu'elle étudiait Livy. Elle la fit se placer sur une machine. Elle ajusta une barre au-dessus de sa tête et déposa des objets dans une bassine à ses côtés. Megan notait au fur et à mesure les informations données. L'elfe s'était installé sur le rebord de la fenêtre, le regard pensif. Il ne semblait plus prêter attention à elle, serein vis-à-vis de son attitude à venir. Cette situation doit certainement vous rappeler de mauvais souvenirs. Je comprends. Mais peut-être cela nous aidera-t-il à savoir ce que vous êtes. Ne voulez-vous pas savoir? En recoupant les informations que nous récolterons ici et ce qu'ils ont pu observer durant le trajet, nous serons en mesure de trouver. Thoranur a l'une des plus grandes collections d'ouvrages scientifiques. Vous savez lire? Écrire? Oui, mais j'ai encore du mal avec votre système. Oh! Comment vous l'ont-ils appris? En traçant dans la terre. Bien. Reculez légèrement la tête. Et votre langue? Oui? Bien. Je serais curieuse de savoir à quoi ressemblent vos runes. Cela nous apprend que votre peuple est doué d'une culture. Peut-être ont-ils des connaissances que nous ignorons? Ah! Je vois. C'est ce qu'ils voulaient savoir, n'est-ce pas? Détendez-vous. Nous ne vous poserons pas de questions sur le sujet. Vous êtes avec des amis ici. Vous avez de la chance. Lundi, les Muyen étaient entourés de personnes de confiance. Et vous? Moi? Les jumeaux ont toujours été mon point faible. Et munie d'un ruban, elle prit différentes mesures de son visage, le tour de son crâne, l'écartement de ses yeux, la hauteur de son menton, de ses fossettes, la taille de ses oreilles. Elle associait chaque mesure d'un commentaire, tentant de relier les informations à ce qu'il connaissait. Plutôt elfique, plutôt naine.
Elle lui précisa que ces analyses étaient souvent faites sur les diétiers, leur permettant de distinguer la part elfique de la part naine de chaque individu. Ces informations se révélaient cruciales pour leur éducation et les soins. Certains ayant une dominance elfique pouvaient atteindre le sommeil guérisseur. D'autres étaient soumis à la faiblesse nanesque. Elle se prit elle-même et eut Mégane en exemple, comparant les mesures prises sur elle et ce qu'elle pouvait observer des deux diétiers. Le diétio avait des oreilles pointues frôlant l'arrière de son crâne, mais moins longues que celles des elfes. Talat les avait courtes et arrondies comme une naine. La largeur du cou et des muscles du mâle s'approchait plus de celle d'un nain. La sienne, plus fine, était elfique. Vous parlez toujours d'eux avec autant de dégoût. Ne sont-ils pas vos parents? D'une certaine façon. Mais ce n'est pas pour autant que nous en soyons fiers. Nous faisons notre possible pour étouffer cette part en nous. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres méprisables et abjects. Malheureusement, nous avons hérité de ces déviances, fit Mégane. Il n'y avait pas de nains parmi nos gardiens. Ils étaient tous elfes. Que dois-je donc penser d'eux? Fit-elle en désignant le seul immortel de la pièce. Et Tiliv la détailla longuement suite à ces paroles. Talat et Mégane reprirent leur travail en silence. La nuit était tombée quand ils finirent leurs examens. Contrairement aux craintes de Livy, ils ne l'avaient pas fait se déshabiller. Elle avait senti une hésitation de la part du Mégane et du borgne, mais quelques paroles de Talat les avaient convaincus d'attendre. La Diétia était restée dans le bâtiment, finissant de rédiger son rapport pour le roi. Ils avaient longé les quais avant de descendre sur une plage de galets. L'elfe les avait conduits en escalier et ils étaient arrivés dans un parc. Les deux gardes présents avaient repris leur conversation en voyant le borgne. À leur droite se dessinait un bâtiment à 2 étages. Courbé sur les côtés, il remontait droit vers le ciel, sa façade blanche striée de colombages. L'étrangère compta 8 fenêtres pour chaque niveau, 3 de part et d'autre de la grande porte. Beaucoup de pièces étaient éclairées malgré l'heure tardive. Ils dominaient les autres structures de la ville situées au-delà du parc sur leur gauche. Des parapets avaient été construits sur le toit et des gardes, identiques à ceux du quai, circulaient tout du long. Le Sirlio les guida jusqu'à une porte sur le côté droit de la structure. Des soldats vêtus sobrement, sans cape, les laissèrent passer en saluant chaleureusement les deux mâles. Ils montèrent un escalier en colimaçon suffisamment large pour 2 nains. La seule sortie se trouvait directement au dernier étage, celle du premier ayant été obstruée. Ils se retrouvèrent dans un couloir gardé de statues, dont seule une porte se situait au milieu. Ils la dépassèrent et continuèrent d'avancer avant de devoir tourner sur leur gauche, où cette fois-ci, l'elfe ouvrit la seule porte présente. Ils pénétrèrent dans une pièce immense, couvrant la moitié de la surface de cette aile du bâtiment. Sur les murs, des tableaux avaient été fixés. À sa surprise, Livy vit dans une vitrine entre 2 portes sur sa gauche des armes. Au centre se tenait une table basse entourée de canapés et de fauteuils. Encadrée par une bibliothèque, une grande baie vitrée s'ouvrait au fond, le vent nocturne jouant avec les voilages. Une silhouette se déplaça sur le balcon et pénétra dans la pièce. Elle eut du mal à reconnaître Lundil de prime abord. Il avait enlevé les piques de ses cheveux, les laissant retomber jusqu'à ses hanches. Il avait changé sa tenue de route pour des vêtements plus légers et de couleur claire. Il sortit d'un meuble des verres et versa dedans un liquide ambré qu'il déposa sur la table basse. « Bienvenue chez nous, » fit-il en les invitant à s'asseoir. « Les gardes vous ont-ils laissé passer sans difficulté? » Oui, fit Étélive. Nous sommes passés par la plage. Je ne voulais pas renouveler l'expérience du trajet jusqu'au centre d'études. Il y a eu des complications? Des curieux, certains un peu trop insistants. C'était à prévoir. Je vous présente mes excuses, Livy, fit le prince en inclinant la tête dans sa direction. Je ne peux imaginer ce que vous avez ressenti sur le quai. Nous espérions avoir un peu plus de temps pour vous préparer à ce qui allait suivre, voire l'éviter. Encore une fois, je m'excuse. J'aurais dû le prévoir, mais mon attention était focalisée sur mon frère. Nous avons failli à nos obligations. De plus, Sébrindel nous a tous pris au dépourvu en nous attendant à l'embarcadère.
là où on descend des bateaux. Comment a-t-il su pour notre arrivée questionna Étilive. Usuellement, il ne vient pas accueillir les navires de troupes. Il semblerait que, depuis plusieurs jours, des rumeurs colportées par les marchands circulant en ville concernant l'unité d'Eridani. Ils nous ont certainement repérés sur la route ou durant une étape. La présence de notre invité n'étant pas liée des langues. Foutu ragot, râla le borgne. Je reste persuadé que nous avons fait le bon choix en prenant la route terrestre. Cela leur a donné la possibilité de se reconstruire un peu physiquement et mentalement. Comment s'est passé l'examen? Ne supportant plus le contact moelleux du fauteuil sous elle, Livy se leva et se dirigea vers la baie vitrée au moment où Humégane répondait au prince. Aucun des trois mâles ne fit de commentaires. La conversation évolua et les mots lui devinrent étrangers. Elle comprit qu'il s'était mis à parler dans la langue des Syriens. Du balcon, elle pouvait deviner une forêt se dressant devant elle. Le chuintement de cascades était perceptible au loin. Une bande de terre semblait partir de derrière la demeure pour rejoindre celle en face. Elle n'était donc pas sur une île comme elle l'avait craint au début. Un chemin était donc possible pour rejoindre la montagne. Il lui faudrait juste l'emprunter et trouver la route menant au nain. La lumière d'Eléa attira son attention. La lune des nains était un constant rappel de sa promesse. Elle n'aimait pas voir cet astre disparaître. Son rougeoiement réchauffait son cœur et son absence était une cruelle évocation de leur temps là-bas. Elle résista au besoin de toucher les bracelets. Malgré leur attitude prévenante, elle n'osait pas faire confiance à ceux derrière elle. Ses yeux parcoururent le lacet d'eau coulant au pied de la bâtisse. L'idée de plonger s'imposa de nouveau à elle, mais Étilive avait raison. Savait-elle au moins nager? Livy n'était sûre de rien, de comprendre ce qu'elle faisait en ce lieu, de pouvoir tenir sa promesse, de faire confiance à Sélaëg et Éridani, de pouvoir guérir, de ce qu'elle était, de ce qu'elle voulait, de ne plus avoir à vivre dans la peur. Elle tenta de calmer ses pensées tumultueuses et focalisa son regard sur les étoiles au-dessus d'elle. Au nord, deux d'entre elles brillaient plus que les autres. Elles étaient celles guidant voyageurs et aventuriers, s'entourant des constellations de la dague, de l'anneau, des bracelets, du marteau et de la faucille. Ces points centraux les regroupaient, les attiraient. « Ma préférée, c'est la faucille », fit une voix d'enfant à ses côtés. « Vraiment ? Comme c'est étrange, » répondit une voix grave. « Ne serait-ce pas parce que tu seras sa gardienne ? » ?»« Mais non, papa. C'est parce qu'il n'y a rien de mieux que de manger. » Livy se concentra sur cet étrange souvenir. Était-ce elle, la petite fille? Était-ce son père? Et cette plaine tout autour, ces êtres se déplaçant. D'autres voix s'élevaient indistinctes. Un feu brûlait devant eux. Il y avait la chaleur d'un corps devant elle. Sa fille? Le bruit d'outils sur la roche. Des rires et des chansons au loin. Pourquoi l'appeler père? Elle ne pouvait être le père. J'aime sortir de la montagne. Elle me manque, tu sais. Je sais. Elle nous manque à tous. La montagne? Elle se concentra, tenta de voir au-delà du campement, mais ses yeux restaient désespérément fixés sur la voûte céleste, refusant de la quitter. Une porte se ferma. Le silence. Le claquement d'un verre sur une table. Une présence derrière elle. Sélaëg. Évanouie la plaine et ses êtres. Livy détourna son regard des étoiles et le posa sur l'elfe se tenant dans l'encadrement de la baie vitrée. Elle ne l'avait pas vu aussi exténué depuis leur départ des souterrains. Il vint s'accouder à ses côtés. Cette route est l'une des plus gardées du royaume. Elle mène vers le territoire ladien. Tu n'auras aucune chance seule. Donne-nous le temps. Pour qu'il m'examine plus en détail. Pour te former, comptera-t-il. As-tu déjà tenu une lame? Fait un feu? Appris à lire une carte? Sais-tu te cacher? Chasser? Non. Elle avait encore besoin d'eux. Viens, je vais te montrer ta chambre. Je reste ici? Eridani me tuera s'il en est autrement.
Il la fit entrer dans la pièce à gauche de la vitrine. Cette dernière était plus petite que celle d'où il venait. Un grand lit avait été mis au centre, en dessous de la fenêtre. Une commode permettait de ranger des affaires et deux fauteuils avec une petite table ronde avaient été installés. Une bibliothèque avait été disposée contre un mur. Le Sirliot lui expliqua qu'il possédait entièrement cette aile du bâtiment. Il n'existait que deux chemins pour venir jusqu'ici. L'un en passant par l'intérieur où patrouillait en continu la garde rapprochée de leur père, l'autre celui qu'ils avaient emprunté. Ma chambre est juste à côté. Celle de Lundil est en face. La salle d'eau est derrière la porte, à droite de l'entrée. Mon frère y va généralement le matin et moi le soir. Eridani nous rejoindra demain pour le petit déjeuner. Il sortit de la commode des draps propres et les déposa sur le lit. Il lui montra comment faire ce dernier et lui expliqua comment fermer la porte. Il lui suffisait de passer sa main devant une pierre incrustée dans le mur et un voile d'or apparaissait brièvement. Cette dernière ne pouvait plus s'ouvrir de l'extérieur, et le rideau doré empêchait les sons de sortir. Livy connaissait ce système. C'était le même utilisé là-bas, leur coupant, pensait-elle au début, toute chance de sortie, mais aussi empêchant leur bourreau d'entendre leur conversation. Igor avait tenté en vain de modifier le dispositif pour remédier au second effet.